Bonjour, je suis Hugo de Staël Mambo, consultant formateur à Informa++, votre centre africain de veille technologique qui a pour objectif de vulgariser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce tutoriel de formation, nous allons voir comment mettre en place un serveur SSH et y accéder via un client SSH. SSH est un protocole de connexion à distance sécurisé, contrairement à Telnet qui ne nous offre pas la possibilité de chiffrer les données. On a vu dans le tutoriel précédent que le Telnet était un bon protocole dans la mesure où il nous permettait de nous connecter à distance. Son inconvénient était que les données circulaient en texte clair. Pour pallier à ce problème de sécurité, SSH a donc vu le jour. Il existe deux versions, la version 1 et la version 2. Il faut comprendre que la version 1 a eu quand même des failles de sécurité. C'est pourquoi elle a été améliorée et remplacée par la version 2 qui est un peu plus robuste. Donc nous allons voir l'utilisation de la version 2. SSH signifie Secure Shell. Le shell sécurisé. Donc la sécurisation du shell. Toutes les commandes qui vont être échangées entre un client et un serveur seront sécurisées. Alors nous allons voir un petit tuto, une petite page de description du SSH que j'ai trouvé intéressant pour comprendre un peu le mode de fonctionnement. Alors, il y a deux principales étapes qui sont euh, indispensables dans le processus de communication entre un client et un serveur. C'est que la première étape, c'est d'établir une couche de transport sécurisée. C'est-à-dire avant que même les données d'authentification ou d'identification soient échangées entre un client et un serveur, on va SSH va créer ce qu'on appelle un tunnel sécurisé et c'est dans ce tunnel que les données d'identification, d'authentification vont circuler. Donc voilà, une fois qu'il y a l'établissement d'une couche transport sécurisée, alors on peut procéder au chiffrement des données à l'aide des clés symétriques pendant la transaction. Donc il faut comprendre qu'il y a deux types d'algorithmes, de deux méthodes de chiffrement. C'est le chiffrement à clé symétrique et le chiffrement à clé asymétrique. Lorsqu'on parle de l'algorithme de chiffrement asymétrique, on fait allusion à la clé privée et à la clé publique. Le mode de fonctionnement de la première phase de la couche de transport, c'est qu'elle est responsable du chiffrement et du déchiffrement des données. Elle assure également la compression pour améliorer le transfert. Le client et le serveur négocient plusieurs éléments afin que la session puisse s'établir. Donc c'est elle qui sera responsable de l'établissement de la session et va permettre à ce que le client et le serveur se mettent d'accord sur l'algorithme de clé publique à utiliser, l'algorithme chiffrement symétrique, l'algorithme d'authentification des messages et bref, l'algorithme repère les méthodes de hachage, le hash qui va être utilisé. Donc, vous voyez un peu le principe de fonctionnement du SSH. Lors du premier échange, le client ne connaît pas le serveur. Donc, le serveur propose alors une clé hot qui servira par la suite au client de moyen d'identification du serveur. Donc, on le verra. Lorsque vous tentez de vous connecter avec votre client, il vous génère un message pour vous dire attention, cet ordinateur n'est pas connu, êtes-vous sûr de vouloir communiquer, et ainsi de suite. Pour ceux qui ont déjà utilisé le client SSH pour la première fois lorsque vous vous connectez sur un serveur, eh bien vous avez un warning, un message d'avertissement. Le risque de ce processus vient donc surtout de la première transaction où le client n'a pas le moyen d'identifier de façon fiable le serveur avec qui il communique. Un pirate peut dans certains cas tenter de détourner cette opération au cours d'un échange. C'est vrai parce que lorsque je tente de me connecter sur un serveur et que j'ai ce message, qu'est-ce qui me garantit que ce message vient vraiment du serveur et qu'il ne vient pas d'un pirate quelque part. Donc c'est le risque qui est lié à ce processus-là.
Au cours d'un échange, le client et le serveur modifient régulièrement leurs clés. À chaque opération de renouvellement de clés, un pirate qui aurait réussi à décrypter les clés devrait refaire toute l'opération. Donc voici un peu l'avantage qu'il y a dans cette méthode de chiffrement. Ensuite, une fois que la première étape est finalisée, c'est-à-dire que le client et le serveur ont pu établir un tunnel sécurisé, on passe alors à l'authentification. On peut être sûr que l'utilisateur, lorsqu'il va fournir son login et son mot de passe, ce login et ce mot de passe seront chiffrés. Voilà, illisibles sur le réseau. Une fois le tunnel sécurisé mis en place, le serveur envoie au client les différentes méthodes d'authentification qu'il supporte. Est-ce que c'est le RSA? Est-ce que c'est l'algorithme de chiffrement DSA? Bref, tous les types, tous les algorithmes qu'il utilise. Dans le cas d'une authentification par mot de passe, celui-ci peut être envoyé en toute sécurité puisqu'il est chiffré. Donc, il faut retenir que après la mise en place d'un tunnel sécurisé, on a deux méthodes d'authentification. Une authentification qui peut se faire via un login et un mot de passe en utilisant le mot de passe, soit une authentification basée sur une paire de clés privées et publiques. Vous avez là les fichiers de configuration. Bref, nous allons voir de façon pratique comment fonctionne le SSH. Donc pour la présentation, j'ai placé deux machines virtuelles. Une machine va jouer le rôle de serveur et une autre machine jouera le rôle de client. Au niveau du serveur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous sommes sur une distribution Debian. Sur la distribution Debian, donc je vais déjà me loguer en tant que super utilisateur, en tant que root, en utilisant la commande SU, le mot de passe. Donc ceci c'est pour me permettre de faire des installations. Vous ne pouvez pas installer des paquets ou des applications sur Linux si vous n'avez pas des droits en tant que super utilisateur. Pour éviter tout le temps de taper la commande sudo espace apt-get ainsi de suite, je vais me loguer une bonne fois pour toutes en tant que root et c'est symbolisé par le prompt. Vous voyez que du dollar, je suis passé du dollar au dièse. Dollar c'est pour un utilisateur normal et dièse c'est pour un super utilisateur. À partir de là, je vais utiliser la commande qui va me permettre d'installer ici, puisque nous sommes sur le serveur, qui va me permettre d'installer le serveur, et sur l'autre système, on va utiliser la commande qui nous permettra d'installer le client SSH. Donc pour installer un serveur SSH, on va utiliser sur Debian apt get install open SSH server. C'est la commande qui est utilisée pour installer le serveur. Attention, OpenSSH-6 serveur. Voilà, je tape entrée et voilà, vous voyez que c'est pas compliqué. Donc vous devez vous assurer que votre serveur Linux est connecté sur Internet parce que l'installation, il va le faire à partir d'Internet. Voilà, mon serveur SSH est installé. Comment je peux visualiser quelle est la version que j'utilise en tapant la commande SSH, un V majuscule, entrée. Voilà, j'ai le OpenSSH 6, distribution Debian. C'est basé sur le OpenSSL, donc la version d'OpenSSL qui est associée à mon serveur SSH, c'est la version 1.0.1. Je peux également utiliser la commande service SSH statut pour voir quel est le statut de mon système. On me dit voilà que le SSHD, qui est le démon si vous voulez, le service qui gère le fonctionnement du serveur SSH, qui est en cours d'exécution, is running. Ceci montre que mon serveur est bien installé. Je peux également utiliser la commande cdetc pour aller dans le répertoire où se trouvent quasiment tous les fichiers de configuration du serveur SSH. Donc vous avez là les fichiers de configuration machine cliente, donc SSH config, SSHD pour le démon, celle qui concerne le serveur SSH, et un ensemble de fichiers liés aux algorithmes de chiffrement. Bien, nous allons essayer d'accéder dans le fichier de configuration SSH, qui est le SSH dconfig.
donc tiré de 8 config, c'est le fichier de configuration principal, comme pratiquement dans d'autres services ou d'autres serveurs qui sont installés sur Linux. Vous avez des fichiers liés à la configuration des clients et un fichier lié à la configuration des clients et un fichier lié à la configuration du serveur. Je vais donc accéder dans ce fichier pour voir ce qu'il y a en utilisant, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur que vous voulez, hein, le Vim, euh, moi je vais utiliser le Nano, SSHD-8, tabulation, il me donne la suite. Alors je suis dans le fichier de configuration. J'ai un ensemble de paramètres qui sont configurés. Alors lorsqu'on vient d'installer notre serveur SSH, par défaut, ce serveur écoute sur le port 22. Voilà, pour des raisons de sécurité, il est conseillé de changer ce port. On va par exemple mettre, cette fois-ci, notre serveur va écouter sur le port 3333 parce que les gens savent que par défaut, le protocole SSH écoute sur le port 22. Donc pour compliquer un peu la tâche, par exemple aux pirates, aux personnes mal intentionnées, déjà on va changer le port 33 et le port 22, on va mettre, vous mettez n'importe quel port, hein. Voilà. Et vous avez là la liste, par exemple, qui est cette règle qui est commentée. Ça, c'est pour définir une IP V6. Et là, vous avez la possibilité de définir également une IP V4, les adresses qui seront autorisées à se connecter. Là, on a la version 2, hein, comme je vous l'ai dit au niveau du SSH, qui est utilisée. Vous avez un ensemble d'informations. Voilà, nous n'allons pas voir toutes ces informations en détail. On peut voir ici le permis de route login. Ici, cette règle ou cette chaîne va permettre d'autoriser à un utilisateur de se connecter sur le serveur SSH en utilisant le compte route. Ça peut s'avérer dangereux pour des raisons de sécurité. On dira par exemple que l'utilisateur ne pourra pas se connecter sur le serveur SSH en utilisant le login route. Il va utiliser un autre compte utilisateur. Une fois qu'il sera connecté avec ce compte, et bien s'il veut faire des tâches administratives, il n'aura qu'à utiliser la commande sudo. Et donc voilà les deux informations qu'on pourrait modifier. Donc vous avez vu, on a changé le port et on a désactivé le compte, l'authentification du compte route. Le login grace time aussi, c'est le temps dans lequel on va donner la possibilité à un utilisateur, s'il est en train de saisir les mots de passe et que bon, ça ne fonctionne pas, on lui dira par exemple 30 secondes, hein, pour un espace de temps dans lequel il pourra refaire des tentatives de connexion. Voilà, donc je vais enregistrer des modifications en maintenant la touche CTRL O. Il me pose la question, est-ce que je veux écrire dans ce fichier? Je dis entrée et CTRL X pour quitter. Donc le fichier a été modifié, mais je dois relancer ou redémarrer mon service SSH. Donc pour ce faire, je peux utiliser la commande service SSH restart. Voilà, donc mon service SSH a été relancé. Déjà là, je peux me connecter sur mon serveur SSH à partir du client SSH tout en m'assurant que le client est bien installé. Donc, je vais me connecter sur le client en utilisant un compte IPP et son mot de passe. Entrée, je suis connecté. Et là, pour me connecter sur un serveur SSH, je vais utiliser la commande SSH. Donc par SSH espace, je définis le compte qui va être utilisé au niveau de ce serveur IPP, arrobase, le nom d'hôte du serveur ou son adresse IP. Pour notre cas, c'est 168.1.254. Je fais entrer. Et voilà, donc vous constatez qu'il me dit que la connexion est refusée sur le port 22. Ah, vous vous souvenez qu'on a eu à changer le port d'écoute du serveur. Donc pour ce faire, je dois préciser le numéro de port que nous avons modifié. Je vais utiliser espace l'option "-p" espace le numéro de port. Attention, quand je fais ça, pour qu'il considère que c'est une seule commande, une seule chaîne, je mets entre cotes.
je mets entre côtes, entrée. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il y a toujours un problème. La connexion est refusée sur ce poste-là. Je me demande pourquoi. Je vais enlever ceci. Voilà, donc je n'avais pas à mettre les codes que j'ai mis. Au niveau du client, il m'envoie un fingerprint, voilà l'empreinte digitale du serveur. Comme je vous l'ai dit, c'est une clé DOT, puisque il va demander plus tard les données d'authentification. Il veut établir un tunnel sécurisé. C'est pourquoi le serveur m'envoie son fingerprint pour que je le stocke. C'est ce qui lui permettra, voilà, d'établir un shell sécurisé, ou si vous voulez un tunnel sécurisé. Bon, là c'est comme on a dit, ça peut s'avérer dangereux parce que ce fingerprint, rien ne nous garantit qu'il vient du serveur. Mais pour notre cas, vu que c'est nous qui sommes en train de faire les configurations, on peut faire confiance en disant yes. Voilà, yes. Et en cliquant sur yes, voilà, la machine a été ajoutée. Et là, on nous dit que il y a right fed broken pipe. Pourquoi ce message nous dit que le pipe a été on va refaire notre connexion. Voilà, donc c'est bon parce qu'on a un peu traîné. Là, il demande d'entrer le mot de passe des données d'identification du compte IPP. Donc je mets le mot de passe. Voilà, maintenant vous constatez que je ne suis plus connecté sur IPP@srv2-6 IPP. Je suis maintenant connecté sur IPP@srv IPP qui n'est autre que notre serveur SSH. Donc vous pouvez voir que en ce moment je suis connecté sur mon serveur SSH. Sur mon serveur SSH, je vais par exemple utiliser la commande service SSH statut. Voilà, donc c'est pas possible de me connecter, d'exécuter cette commande parce que je suis un utilisateur normal. Je vais utiliser la commande SU pour me connecter en tant que route. Voilà, et là je peux utiliser la commande service SSH statut. Voilà, le serveur tourne normalement. Donc je précise qu'en ce moment, depuis le client, je suis connecté sur le serveur SSH. Sur le serveur SSH. Je peux, sur ce serveur, visualiser les ports qui sont en écoute. Par exemple, la commande netstat-l, donc cette option va me donner tous les ports qui sont en écoute. Voilà, je visualise, je constate que j'ai des ports, je cherche notre port que nous avons eu à utiliser. Et bien, vous voyez qu'on a le port 3333 basé sur le TCP, donc 3333 et on écoute. Donc là, c'est pour définir le nombre de paquets reçus envoyés. Et là, vous avez le type d'adresse, c'est une notation IPv6. Donc on a le port 3333 du service SSH qui est en écoute. Qu'est-ce qui va se passer si je décide d'arrêter mon service SSH? Service SSH stop. Voilà, en arrêtant le service SSH, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de réexécuter la commande netstat-l pour voir. Vous allez constater que on n'a plus le serveur SSH en écoute. Voilà, le serveur SSH n'est plus en écoute. Donc je vais le relancer. Vous pouvez vous amuser à faire un ensemble de commandes. Donc là, je me suis connecté via un client, mais j'ai utilisé le compte IPP. Vous vous souvenez que lorsque nous avons configuré le serveur SSH, on a dit qu'on ne pouvait pas se connecter via le SSH en utilisant le compte route. Je vais essayer de me déconnecter du serveur SSH pour revenir dans ma session locale au niveau du client et tenter de me connecter avec un compte route. Donc je vais utiliser la commande
logout, commande qui n'est pas fonctionnelle ici. Excite, oui, donc j'utilise excite pour sortir. Je suis sorti, mais je suis toujours sur mon serveur. Je vais terminer la session, donc logout, ok, donc c'est fonctionnel. Donc j'ai fermé ma connexion au niveau du serveur. Je suis revenu sur une session locale. Je vais tenter de me reconnecter sur le serveur en utilisant le compte route. Qu'est-ce qui va se passer? Donc SSH pour me connecter, espace, le compte arrobase, le hostname ou l'adresse IP 1.254 et je précise le port -33 entrée. Voilà, il me demande de m'authentifier. Ça ne devrait pas donner. On doit me dire que l'accès est interdit. Donc permission denied. Donc please try again. Donc on va encore réessayer. Vous voyez que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que ça a été désactivé. Donc il n'arrive pas. Le compte root ne peut s'authentifier sur le serveur SSH. C'est pour des raisons de sécurité. Nous allons pouvoir aussi utiliser une autre méthode d'identification, d'authentification au niveau du serveur. Eh bien, c'est une authentification basée par la paire de clés privée et publique. C'est comme si la clé privée était une clé et que la clé publique était une serrure. Donc la serrure est un peu publique, tout le monde peut voir la serrure d'une porte, mais c'est pas tout le monde qui a la clé pour ouvrir cette serrure. Donc au niveau du client, nous allons générer ce qu'on appelle une clé, une paire de clés. La clé privée, nous allons la stocker, d'accord, sur la machine cliente, et la clé publique, nous allons la placer au niveau du serveur. Comme ça, l'authentification ne sera plus basée sur le mot de passe, mais sur des clés. Donc, pour ce faire, je vais cleaner l'écran et utiliser la commande SSH pour générer. Je vais générer une clé privée. Il existe des logiciels qui vous permettent de générer des clés privées, des clés publiques. Je vais utiliser la commande SSH keygen, donc générateur de clés, SSH-keygen. Il va générer une paire de clés. Bon, vous voyez que j'ai simplement mis SSH-keygen. Je pouvais préciser. Je mets -t, je précise l'algorithme utilisé. D'accord? Donc, OK. J'ai le choix entre l'algorithme DSA ou l'algorithme RSA. Donc, je dis, tu vas me générer une paire de clés basée sur l'algorithme RSA. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct? Voilà, donc, c'est key. Voilà. Voilà, donc il va générer, il demande est-ce que tu veux donner un nom à ta clé. Bon, je vais laisser pour est-ce que tu veux donner un nom, donner le nom, entrer le nom du fichier. Bon, je vais laisser comme ça par défaut. Il me demande est-ce que vous voulez entrer une passe-phrase. À quoi va servir la passe-phrase? C'est comme je vous ai expliqué, votre clé privée. C'est vrai que vous voulez la stocker, mais vous allez la garder où il faut sécuriser l'endroit où vous allez stocker votre clé. Supposons que vous vous déplacez ou quelqu'un vole votre ordinateur et il se trouve dans votre PC la clé privée. Eh bien, il faut mettre un mot de passe pour que même pour lire la clé privée, la personne doit pouvoir s'authentifier, doit fournir un mot de passe. Donc, je répète, cette passe-phrase, c'est pour protéger votre clé privée. C'est pour protéger votre clé privée. Je vais mettre un mot de passe. Donc, je vais répéter le mot de passe. On me dit que la passe-phrase est trop courte, donc je dois mettre un mot de passe qui est supérieur à 4 caractères. Donc je vais refaire voilà la génération. Voilà, paire de clés. La passe-phrase, voilà, je vais donner un mot de passe. Voilà. Pourquoi
Voilà, c'est bon. Donc, la paire de clés a été générée. Je peux visualiser ça puisque ici, PWD pour voir là où je me trouve, je suis dans le répertoire de l'utilisateur IPP. Je peux visualiser ces deux clés dont je tape ls-a pour voir les fichiers. Donc j'ai un répertoire qui s'appelle .ssh qui est un répertoire caché. Je vais accéder dans ce répertoire et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc vous avez mon identifiant de clé privé, c'est le ID RSA, et mon identifiant de clé public. Là, vous avez le fichier known host qui va stocker tous les serveurs de confiance qu'il connaît. Voilà, les fingerprints qu'il détecte, et bien, il les stocke dans les known hosts. Je peux voir en utilisant la commande cat mon ID RSA privé. Donc, cat, voici ma clé privée. Elle est là. Je peux également visualiser ma clé publique. Alors, ce que je dois faire, c'est de prendre cette clé publique, de la stocker sur le serveur, afin que lorsque je vais me connecter, je n'ai plus besoin d'utiliser le mot de passe, une authentification basée sur les clés. Pour ce faire, je vais donc me connecter sur le serveur pour placer ce fichier. Alors là, je ne vais plus utiliser la commande SSH qui me permet de me connecter simplement sur un serveur. Je vais utiliser une commande qui me permettra de copier mon fichier public de clé publique sur le serveur. Pour ce faire, je vais utiliser le SSH-copy ID. Donc, cette commande est inclue dans les distributions, vous allez voir Ubuntu, Debian. SSH-copy-ID, je précise l'option "-i", et là je vais copier quoi, tilde, pour dire le fichier qui se trouve dans le répertoire utilisateur /.ssh, et dans SSH je veux copier le ID rsa.pub. et bien je veux le copier où? Bien, c'est pour le compte utilisateur existant sur le serveur. Je tiens à préciser que le compte utilisateur que vous allez utiliser sur cette machine doit être le même sur le serveur. Donc IPP l'adresse IP du serveur, où je peux mettre le nom d'hôte srv-ipp, src-srv, n'est-ce pas, -ipp, espace, le numéro de port 3333. Voilà, je pense que c'est tout. Je tape entrée. Voilà, il me dit qu'il n'arrive pas à résoudre la machine SRV IPP. Bon, c'est clair parce qu'on n'a pas utilisé le service DNS. Donc je vais simplement replacer l'adresse IP 168.1.254. Il me dit que la connexion sur le port 22 est refusée. Donc là, je vais mettre entre côtes cette chaîne là et entrer. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me demande le mot de passe de ce compte au niveau du serveur. Je vais taper IPP comme mot de passe qui a été défini. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, donc la clé publique a été ajoutée dans le fichier authorized case pour placer les clés publiques autorisées par ce compte IPP sur le serveur. Maintenant, je peux essayer de me reconnecter sur le serveur en faisant la commande SSH, le compte IPP, l'adresse IP 1.254. Je précise le port. Entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Cette fois-ci, il me demande d'entrer la passphrase. Pour établir la connexion, mon système a besoin de lire la clé privée. Donc pour lire la clé privée, eh bien, il a besoin du mot de passe. Je vais donc placer la passphrase que j'avais définie. Pas le mot de passe, mais la passphrase, c'est-à-dire que
c'est le mot de passe en quelque sorte qui me permettra de lire la clé privée. Entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Ben, la connexion, parce que je traînais. Hein. Je vais refaire la même chose. Entrée. Donc voilà. Maintenant, je suis connecté. Je suis connecté sur le serveur. Voici le nom de... Voilà, donc pour terminer, on peut voir encore, on peut utiliser un autre client, SSH, pas forcément le serveur. Ce client, on va prendre par exemple Putty. Putty va nous permettre de nous connecter sur... Putty va nous permettre de nous connecter. Je ne sais pas si c'est Kitty que j'ai sur ma machine. Voilà, donc Kitty. Voilà, je vais utiliser Kitty. Et sur Kitty, je précise l'adresse IP. C'est un logiciel que vous pouvez télécharger. Hein. 254, le port 33. Donc je précise le protocole de connexion qui va être utilisé. Open. Et là, on a pratiquement le même message, le fingerprint du serveur. Et si nous sommes d'accord, on clique sur O pour chiffrer le tunnel. Et là, on peut, si on utilise le login root, ça va pas passer parce qu'on a déjà vu qu'il était désactivé. Donc on va utiliser le compte IPP, son mot de passe. Et voilà, donc je suis connecté via aussi ce client. Si par exemple, vous n'avez pas tout un serveur, vous n'allez pas installer forcément tout un serveur comme étant client, vous pouvez utiliser bien cet émulateur qui est simple et beaucoup pratique. J'espère que cette formation vous a été d'un grand bénéfice. N'hésitez pas à poster des commentaires. Un format PP reste à votre disposition pour plus d'éclaircissement. Et je tiens à vous remercier et la suite dans de prochains tutoriels sur un format PP. Merci pour votre attention.